Ok, allez, on va se lancer. Donc encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à toutes et à tous. Ce webinaire qui, pour introduire ce début 2026, va s'orienter autour du PPM, bien évidemment. Donc PPM, la tour stratégique de votre organisation. Plus globalement, l'objectif, il est avant tout, on va dire, de rappeler qu'est-ce qu'un outil PPM, qu'est-ce qu'il est censé faire, à quoi s'attendre et qu'est-ce qui, on va dire, par retour d'expérience. euh, je vais vous parler de moi et de Coprim juste après, fait qu'aujourd'hui, il y a quand même des notions à bien prendre en compte si on veut être certain d'avoir la bonne valeur attendu de la part des outils PPM. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, donc je vais me présenter, Denis Usan. Donc ça fait à peu près 15 ans, un petit peu plus maintenant que je travaille pour Coprim, qui d'ailleurs a été fondée il y a 15 ans. Donc voilà. Et ça fait une vingtaine d'années que j'évolue dans le monde de la gestion de projet et plus particulièrement du PPM depuis de nombreuses années. Au sein de Coprim, donc moi j'occupe le poste de responsable de la BU Conseil, ce qui veut dire que chez Coprim, on fournit à la fois du conseil pour permettre d'onboarder toutes les démarches relatives à la gestion PPM, mais on fait également des intégrations d'outils, de l'accompagnement type maîtrise d'ouvrage. On a aussi des PMO, on a des développeurs, bref, on a toute une batterie de services et de compétences qui sont mises à disposition. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller jeter un œil à notre site internet ou sur LinkedIn, ou à nous contacter directement pour qu'on puisse échanger. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Alors, par rapport à ce qui va nous occuper aujourd'hui, donc la tour stratégique de votre organisation, un des constats, alors c'est un constat personnel Coprim, on va dire ça comme ça, c'est qu'on est donc très régulièrement sollicité concernant les outils PPM. Et le constat par rapport à ces sollicitations, c'est qu'on a une volatilité de demandes et d'objectifs assez importante. Parfois, pour des raisons, j'ai envie de dire, légitimes, propres à l'organisation de chacun, hein. Donc, en fonction des structures, on va avoir des focus besoins plus ou moins différents. Mais parfois aussi, parce qu'il y a une mauvaise interprétation de ce qu'est un outil PPM, de là où il doit se positionner, de ce qu'il permet d'apporter, et également de tout ce qu'il implique pour qu'il puisse tourner correctement, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un outil PPM, ça va bien fonctionner à partir du moment où on a déjà un bâti assez structuré, assez solide, assez robuste. C'est là où il sera le plus efficace. C'est un peu comme si vous voulez construire une maison, hein. Si vous n'avez pas votre terrain qui est bien plat, bien solide, vous aurez du mal à avoir une maison robuste, hein. Et ça peut se finir comme l'histoire des trois petits cochons où à la fin, il ne reste plus qu'une maison. Donc voilà, mais si ce bâti est présent, le PPM va vous apporter toute la valeur qu'il propose, et on va voir que c'est assez riche. Alors, on va justement balayer un peu les fondamentaux et la philosophie du PPM, histoire de bien comprendre ce qu'il est censé apporter, hein. Pourquoi est-ce qu'on est venu sur cette thématique du PPM et qu'est-ce que les outils derrière, puisque bien évidemment, quand on adresse le PPM, on va parler outils, comment ils ont été finalement pensés, hein. Et c'est par cette pensée, c'est la construction qu'on a derrière, la philosophie qu'on aura derrière, qu'on arrivera à comprendre justement comment on peut s'en servir en en tirant le plus de bénéfices possible. Donc, premièrement, la philosophie globale, donc encore une fois, c'est très très générique, mais l'objectif du PPM, contrairement à la gestion de projet intrinsèque, la gestion de projet intrinsèque, c'est comment bien exécuter un projet. Évidemment, les outils PPM proposent de bien exécuter un projet, mais c'est pas, on va dire, leur cœur d'activité, hein. Ils ne seront pas des outils d'exécution détaillés.
avec du ticketing, avec tout un tas de notions vraiment strictes projet, pour de la gestion de projet très très fine. Là, vous avez des outils comme Jira, par exemple, qui adressent ce genre de fonctionnalités d'exécution de projet. Voilà. Dans les outils PPM, vous allez pouvoir exécuter des projets d'une manière un peu plus macro. Vous pourrez bien évidemment du coup piloter les coûts, les délais, la qualité, faire de la planification par tâche, avoir un mécanisme de planification automatisé avec un algorithme derrière. Vous allez pouvoir staffer de ressources, vous allez pouvoir positionner donc, du reste à faire, donc de la charge. Piloter cette charge, déclarer de l'activité, bref, tout ça, ça existe bien évidemment, mais on a besoin de ça, en fait, le PPM a besoin de ça pour aller vers sa philosophie de base qui est de dire, bah oui, grâce au PPM, en fait, par cette gestion de projet pas unicitaire, je vais pouvoir arbitrer, avoir des indicateurs d'analyse, faire de l'arbitrage et donc faire la bonne chose, doing the right things. C'est vraiment l'apport du PPM. On va chercher à travers le PPM à faire que l'organisation, l'entreprise aille vers les bons choix. Alors les bons choix, ça va être au regard de plein de critères. Là, sont identifiées les notions de valeur, de risque, de stratégie, hein, mais il n'y aurait pas forcément que ça. Mais c'est vraiment l'enjeu du PPM. C'est un outil de pilotage, oui, mais c'est pas un outil de flicage au sens où on va chercher à faire que le PPM mette du vert partout. Et on verra tout à l'heure que malheureusement, c'est une déformation d'utilisation des outils PPM et de la philosophie, du coup, de vouloir faire en sorte que le PPM soit le garant de tout va bien dans mon organisation. Mais c'est absolument pas son objectif. L'objectif du PPM, c'est même, j'ai envie de dire, tout le contraire. C'est un outil, c'est une philosophie, ce sont des outils qui doivent mettre en évidence les éléments qui vont bien, mais surtout les éléments qui ne vont pas bien. Donc, il ne faut pas que j'ai de verre partout, de manière à pouvoir arbitrer, prendre des décisions. Parce que si tout va bien, bah, finalement, plus grand-chose à faire. L'usage décisionnaire décisionnel des outils PPM, du coup, n'a plus vocation à s'opérer, en tout cas dans l'outil. Et donc, la plus-value de l'outil, la finalité de l'outil, bah, n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc, l'investissement, on va dire, devient moins intéressant. Et puis surtout, on va voir qu'à travers le besoin d'aller vers tout est vert, on entraîne finalement des contraintes ou des mécaniques de gestion, que ce soit côté finance ou côté opérationnel, qui sont contre nature et qui font qu'à un moment donné, ben, les utilisateurs se désengagent de ces outils-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y aller, mais ils vont y aller de manière forcée, sans trop y croire d'ailleurs, avec un doute sur la confiance qu'on peut avoir sur les données disponibles dans ces outils. Et on va dire que moralement, éthiquement, ils se désengagent de l'outil. Ils s'en servent, ils le voient, et ils s'en servent comme étant quelque chose d'obligatoire, de contraignant, où la seule valeur, c'est de cocher des cases sans apporter une vraie valeur, enfin la vraie valeur attendue par le PPM. Le deuxième point important, c'est sa mécanique. On va dire que le PPM, il est entre le marteau et l'enclume, pour la faire courte. Il est entre le marteau et l'enclume parce que d'un côté, les organisations, à juste titre, ont besoin de piloter les budgets, hein, de piloter financièrement les investissements qui sont administrés par l'outil PPM. Mais de l'autre, on a aussi des utilisateurs, donc des exploitants de la solution, des solutions PPM qui rentrent dans le scope de la procédure PPM, qui sont donc, eux, des opérationnels projets, hein, donc des chefs de projet, des contributeurs, certaines catégories de PMO qui ont plus vocation à assister la partie opérationnelle et moins la partie budgétaire, des resource managers aussi. Donc, tous ces opérationnels-là n'ont pas une formation de financier, hein. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont des notions, ils ont des connaissances qui sont soit issues de leur parcours académique ou bien de leur parcours professionnel, ou bien de leur curiosité naturelle, mais ce ne sont pas des profils de financiers. Eux, ils sont là pour délivrer du projet, délivrer de l'investissement, délivrer de la valeur. Voilà, c'est leur job. Et c'est par tous les éléments de gestion
qui sont amenés à piloter de manière opérationnelle pour l'exécution des projets, qu'on va déduire de la valeur, donc déduire du coût, déduire des bénéfices, qui vont servir aux financiers. Donc théoriquement, on est dans une traduction de l'opérationnel vers le bottom-up, c'est-à-dire on s'appuie sur le socle opérationnel à travers toutes les données du socle opérationnel qui vont être par exemple des jours, qui vont être du phasing, on va pouvoir faire une traduction financière. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, on se retrouve avec un flux inversé où on a une vision, c'est pas qu'on a une vision forcément pardon, mais on a une vision un petit peu trop financière qui contraint l'opérationnel, qui fait que lui, en fait, dans son quotidien, l'outil PPM ou la démarche PPM ne va pas lui servir comme il l'attendrait. Résultat des courses, bah, il va se retrouver à utiliser Excel, à utiliser un bout de papier et un bout de crayon, et à se désengager de cet outil-là, qui a une autre valeur. Le monde PPM a une autre valeur, hein, c'est on a un pool d'investissement réuni au même endroit. On a un pool de données réuni au même endroit avec du temps réel. Donc on a du partage d'informations que vous n'aurez jamais sur de l'Excel, par exemple. Et ce partage de l'information, c'est un point très important quand il s'agira de parler de la notion de plan capacitaire, qui est aussi un souhait de plus en plus courant par les organisations, hein. Je vous expliquerai pourquoi ce sujet est un petit peu prépondérant ces dernières années. Il y a des raisons. Donc voilà, donc tout ça pour dire que on a un besoin, on a des besoins qui sont pas forcément conformes avec la réalité et la structure et la philosophie PPM. Le PPM, c'est du bottom-up, c'est je pars de l'opérationnel grâce aux données transmises par les opérationnels, données de pilotage de projet, hein, je vais pouvoir déduire de la finance. La finance, elle peut évidemment donner des directives, donner des consignes ou donner des guidelines, comme par exemple les budgets, hein. Ça peut venir tout à fait de la finance que de donner les budgets. Mais les budgets, eux, ils proviennent d'outils qui ne sont pas les outils PPM. Les outils PPM vont recevoir les budgets qui auront été produits ailleurs. En règle générale, on parle d'outils EPM. Donc on pourra en discuter à l'occasion. Un autre mécanisme, un autre flux aussi, c'est le besoin de la direction, le top-down, et ça, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir, d'organisations qui viennent nous voir pour dire, mon management m'a demandé à avoir du reporting sur l'ensemble des investissements ou sur un périmètre donné. Et donc, moi, j'ai besoin d'un outil PPM pour faire du reporting. Oui, on est d'accord que une des finalités des outils PPM, c'est de pouvoir délivrer du reporting. Mais la condition, le prérequis, c'est qu'il y ait des données pour alimenter le reporting et que ces données soient maîtrisées par les personnes qui vont les saisir. Et on en revient toujours à la même chose, le rôle des opérationnels au sein de ces systèmes PPM. C'est-à-dire que si les opérationnels n'adhèrent pas à votre outil, n'adhèrent pas au process, n'adhèrent pas à la philosophie, bah, vous aurez beau avoir les meilleurs reporting du monde avec la meilleure structure du monde, les données ne seront pas exploitables. Idem, si vous voulez que votre outil PPM serve de garant à tout va bien, eh ben, ce sera la même chose. Le reporting, lui, il ne pourra indiquer qu'une chose, que tout va bien, hein, sans forcément être le reflet de la réalité opérationnelle. Voilà, donc ça, ce sont deux biais très courants, voire quasiment majoritaires. Quand on adresse le PPM, on a quand même énormément de difficultés à fédérer autour euh, du besoin de couvrir les problématiques opérationnelles avant tout. Parce qu'en fait, c'est par l'opérationnel qu'on déduit tout le reste. C'est par l'opérationnel, par la donnée opérationnelle des chefs de projet, des ressources managers, des personnes de terrain, que vous allez avoir du reporting. Voilà. C'est par l'opérationnel que vous allez avoir des données qui vont pouvoir être traduites financièrement et être comparées à des budgets. C'est par les opérationnels qu'on va savoir bah, si on a, quels sont les leviers qu'on a besoin de tirer et qu'on va être en capacité d'anticiper. Un des autres vecteurs stratégiques des outils PPM, c'est cette capacité à anticiper les actions. Voilà.
on va être dans la prévision, mais dans une prévision d'ensemble, dans une prévision globale qui n'est pas forcément unitaire projet. Et c'est grâce à cette prévision d'ensemble que vous allez pouvoir, par exemple, vous avez un programme important qui va arriver, qui concerne plusieurs projets, qui concerne un investissement assez conséquent. Première question, avant même de savoir si vous allez déclencher ou non ce programme, c'est est-ce que j'ai la capacité à le prendre en charge, ce programme? Et la capacité, c'est quoi? Est-ce que j'ai les ressources disponibles? Donc, comment je sais si mes ressources sont disponibles? Bah, il va falloir que j'aille chercher l'information là où elle est, c'est-à-dire chez les gens qui gèrent les ressources, hein, les resource managers en particulier. Voilà. Et c'est dans des outils PPM que vous allez pouvoir collecter cette info. Et puis le dernier point, c'est l'alignement stratégique. Garantir qu'un projet exécuté sert à la vision de l'entreprise. En gros, la valeur, quoi. Hein, c'est bien d'avoir des projets, mais on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, la grande majorité des projets sont là parce que, à un moment donné, on a dit go, mais on n'a jamais validé que dans le temps, la valeur initiale était une valeur confirmée, alors que le projet n'est toujours pas terminé. Hein. Donc, est-ce que le projet a de la valeur? Est-ce que même, avant même de parler de projet, est-ce que la demande initiale a de la valeur? Hein, est-ce que le principe, c'est de consommer du budget à tout prix, ou est-ce que c'est de consommer intelligemment, ou en tout cas au service de quelque chose? Et en règle générale, bon, c'est censé être au service de l'organisation dans laquelle on travaille. Voilà. Donc, en gros, sans outils PPM, eh ben, vous prenez des risques en fait sur le pont entre la stratégie, la réalité financière en provenance des opérationnels qui ne redescend pas ou ne remonte pas. On va le voir juste après. Voilà, donc la philosophie à bien prendre en compte, c'est de commencer à changer le mindset ou certaines croyances qu'on peut avoir. Le PPM, il a vocation à faire du bottom-up, à s'appuyer sur l'opérationnel pour apporter de la data. Et vous connaissez aujourd'hui, vous savez à quel point la data a de la valeur, hein, et riche. Et finalement, la valeur, elle est chez les opérationnels. Voilà. Et par la data opérationnelle, vous allez pouvoir faire de l'interprétation qui va servir la finance, qui va servir le management en particulier. Alors, force limitée et prérequis de mise en œuvre. Une des forces majeures du PPM, il y en a plein, j'en ai cité deux parce qu'il fallait bien que je me focalise un peu sur certains points, mais on va dire c'est censé être la seule source de vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que cet outil PPM fasse foi. Il faut que ce soit le maître de la data, le maître de la data opérationnelle. C'est pour ça qu'on précise pilotage par le reste à faire. Pilotage par le reste à faire, ça veut dire quoi en plus? Ça veut dire qu'on est dans la projection. Hein, le reste à faire, c'est pas le passé. Le reste à faire, c'est le futur. Et quand j'apporte de l'information sur qu'est-ce qui me reste à faire à une semaine, c'est pas la même chose que quand j'apporte de l'information sur qu'est-ce qui me reste à faire, qu'est-ce que je pense qu'il me reste à faire à 3 mois, 6 mois, à un an. Voilà, vous vous rendez compte de la puissance de l'information quand dans vos outils PPM, vous avez la capacité à obtenir une visibilité à 6 mois ou à un an sur ma capacité, hein, sur ma capacité à traiter ou sur ma capacité à faire, au regard des investissements qui peuvent tomber, donc en tout cas des deliveries que je pourrais avoir à amener. Donc c'est ça la force du PPM, c'est cette capacité à projeter de manière globale, en englobant un ensemble d'investissements, une vision de est-ce que je peux faire, est-ce que je ne peux pas faire. Et puis vous allez avoir des indicateurs complémentaires qui vont vous aider pour dire est-ce que c'est intelligent de le faire? Est-ce que ça a du sens de faire? Est-ce que stratégiquement, c'est dans la continuité de la philosophie de l'entreprise? Euh, Est-ce que ça apporte de la valeur, etc. Vous avez après des notions d'indicateurs qui vont vous aider à affiner cette projection. Donc voilà une des plus grandes forces du PPM, s'appuyer sur l'opérationnel, en faire la source de données maître. Pourquoi? Parce que sinon, bah, les utilisateurs opérationnels vont jamais aller sur ces outils-là, hein. Enfin, ils vont déserter et donc bah, le gain attendu, vous ne l'aurez pas. Ou en tout cas, vous l'aurez d'une manière un peu détournée et sans doute inefficace. Et cette capacité à projeter dans le futur, de manière à anticiper, de manière à cibler au mieux, et surtout à actionner tous les leviers qui vont faire que quand ça va pas bien, ou quand on projette que ça va pas bien, j'attends pas d'être devant le mur, hein.
je vois le mur déjà, il est à 1 kilomètre, bah, je vais commencer à regarder les routes qui me permettent d'esquiver le mur pour le prochain kilomètre à venir, plutôt que d'attendre d'être face au mur pour me dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça aussi, c'est une autre force du PPM, hein, c'est par l'anticipation, qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, la capacité à actionner des leviers pour lever les freins. Alors, au-delà des freins, on va dire un peu classiques, c'est systémique de la gestion de projet, hein, donc coût, délai, qualité, capacité, voilà. Un des freins numéro un, ça reste le frein culturel. Et bien évidemment, c'est un sujet qu'on a tendance à ignorer, ou en tout cas, même s'il est connu, on le met au second, troisième, quatrième plan, parce qu'en fait, on est focalisé sur l'outil et la donnée. Mais le problème, c'est que la personne qui utilise l'outil et la personne qui saisit de la donnée, c'est un humain. D'accord? Donc, à partir du moment où on oublie que quand on a un outil, il y a une personne qui s'en sert, et si cette personne, elle ne sait pas s'en servir ou qu'elle a peur de s'en servir, on va voir que la notion de peur, même si le mot est fort, c'est le ressenti qu'on a dans certains cas, vous pouvez être certain que du coup, l'usage sera de mauvaise qualité et donc l'exploitation tout autant. Donc frein culturel, alors culturel c'est peut-être un peu exagéré comme terme, en tout cas un peu trop intelligent comme terme, mais concrètement, on va avoir le phénomène de la peur de la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire la peur de la transparence? Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, le chef de projet va, si on prend le cas du chef de projet, mais ça se pourrait être pareil pour un resource manager, pour un PMO, plutôt que d'annoncer les mauvaises nouvelles, qui sont factuelles, hein, donc c'est la réalité, c'est qu'il y a un problème. La réalité, c'est que même à 3 mois, je vois qu'il va y avoir un problème. Plutôt que de l'annoncer, eh ben, il ne va pas le faire. Et il va faire en sorte que tout soit lissé de manière à ce qu'il n'y ait rien qui déborde et qu'il n'y ait pas de problème. Le cas classique, hein, ça va être de partir en particulier sur l'élaboration budgétaire dans les entreprises, hein. Un des phénomènes, c'est de dire, bah voilà, il va falloir, si je veux justifier de mes équipes, il va falloir que je trouve des activités à faire pour bouffer le budget, pour justifier mon budget. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire en début d'année, ou en tout cas sur la période d'élaboration budgétaire? Ils vont regarder toutes les ressources qu'ils ont à disposition, et puis ils vont au forceps faire en sorte que tout le monde ait l'air occupé pour justifier le budget. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'analyse qui dit est-ce que vraiment ce qu'il y a à faire, c'est nécessaire? Est-ce que ça apporte de la valeur? Est-ce que finalement, au niveau de mes équipes, il y a peut-être besoin de restructurer les choses? Euh, Tout ça, finalement, ça passe un peu à la trappe. Le but, c'est de rentrer dans les cases, hein. Donc la peur de la transparence, c'est ça. C'est à un moment donné vouloir faire, entre guillemets, plaisir pour qu'il y ait que du vert. Et c'est le deuxième effet, hein, l'effet pastèque, quitte à ne pas afficher la réalité des choses, par peur qu'à un moment donné, on vienne voir la personne en question pour lui dire, écoute, ça va pas, parce que moi, tes informations, on voit bien qu'il y a des trucs qui dépassent. On voit bien que là, il y a du rouge. Moi, quand je vais faire mon reporting, puisqu'évidemment, il y a toujours des intermédiaires avant d'aller au management, quand je fais mon reporting, j'ai pas envie de venir avec du rouge. Et le problème, c'est que si vous venez pas avec du rouge, avec du vert, si vous venez pas avec quelque chose de concret, de factuel, et que on essaye de contourner les choses pour arrondir les angles et faire en sorte que ça soit lissé, vous n'apportez pas de valeur. On n'apporte aucune valeur. On apporte quelque chose de tronqué, qui à un moment donné, si ça ne nous explose pas à la figure le jour J, va nous exploser à la figure le lendemain ou le surlendemain, hein. Il y a de fortes chances pour que ça soit ça le phénomène. Donc, il faut impérativement comprendre qu'un outil PPM, j'en reviens au PPM, son objectif, c'est d'apporter à travers de la donnée opérationnelle des analyses basées sur du factuel ou du prévisionnel sensé. Donc, quand je dis sensé, c'est non déformé, pour mettre en évidence tous les points non lisses, tous les points orange, tous les points jaunes, tous les points rouges, parce que c'est en montrant ces points qu'on va pouvoir pointer du doigt les endroits où il y a besoin de mettre des actions d'arbitrage, hein, et d'orientation
Et donc, lever ces points, l'outil PPM va vous servir à vous aider à arbitrer pour lever les points durs. Voilà. Quand ça va bien, tant mieux, pas de problème. Mais vous le savez, je pense tout autant que moi, un projet qui, au moment où il démarre et au moment où il délivre, il n'y a pas eu de dérive, c'est louche. Voilà, c'est très louche. Il y a très peu de cas, même dans votre vie personnelle, hein, où entre ce que vous avez projeté et la réalité, vous prenez l'achat d'une maison ou la construction d'une maison, l'organisation d'un voyage, etc., entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a toujours des déformations. C'est inhérent, ça fait partie de la vie. Et les projets en entreprise ne dérogent pas à cette règle. Donc oui, le gros problème que vous risquez d'avoir, hein, si jamais il y a ce frein culturel, cette espèce de peur à la fois d'apporter de l'information factuelle pour pas montrer du rouge, et de l'autre côté, l'exigence d'avoir du vert pour ne pas montrer du rouge, vous vous retrouvez avec des données fausses, en tout cas qui ne sont pas assez proches de la réalité, et donc forcément avec une exploitation de l'information qui rend un arbitrage, alors là, il est impossible, mais c'est surtout parfois erroné, hein. Donc vous vous rendez compte des impacts. Voilà. Et le dernier, enfin l'autre phénomène, c'est cette espèce, encore une fois, de réticence que vont avoir les utilisateurs à exploiter ces outils PPM, qui n'auront que très peu de valeur pour eux. Un autre frein qu'on rencontre et qui est souvent aussi mis de côté, et là encore, on sort du scope de l'outil, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil, etc. C'est le qui utilise l'outil. C'est ce qu'on appelle le frein de la compétence ou le manque de maturité. Alors, il n'y a pas de, comment dire, j'essaie de trouver le bon mot, mais j'ai du mal. Il n'y a rien de désobligeant à parler de frein de compétence. Le principe est plutôt de dire, voilà, qu'est-ce que c'est si on prend le cas d'un chef de projet, qu'est-ce que c'est qu'un chef de projet? Bah, un chef de projet, c'est un gestionnaire de projet. Et un gestionnaire de projet, quand vous identifiez un petit peu la sémantique des choses, et quand vous regardez grammatiquement comment c'est construit, c'est pas quelqu'un qui travaille sur un projet. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui produit pour réaliser le projet. C'est quelqu'un qui est en gestion du projet. Son job, c'est effectivement d'être concerné par un projet, mais pour faire de la gestion. D'accord? À partir du moment où vous euh, faites porter cette casquette à une personne qui n'a pas toutes les armes pour effectuer de la gestion, bah déjà, vous perdez une des forces de l'outil PPM, c'est d'avoir quelqu'un qui, au moment où la data rentre, soit de la data maîtrisée. D'accord? Et cette data, ça va être, dans le cas d'un chef de projet, des data pour gérer le projet. S'il n'est pas en maîtrise de tout ça, ça va être compliqué. Et c'est un cas concret, hein, et assez courant. C'est-à-dire que vous avez énormément de chefs de projet qui sont très experts dans leur domaine d'activité, dans leur métier, mais qui, au niveau de la gestion, il y a des disparités beaucoup trop fortes, voire parfois un désintérêt à faire de la gestion, parce que le chef de projet, malheureusement, il va considérer qu'il doit contribuer à produire, à délivrer le projet, à mettre les mains dans le cambouis. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Pour ça, il a des équipes, il a des contributeurs, il a des experts, c'est eux qui délivrent. Lui, il pilote, il gère, il communique, etc. Donc déjà, c'est la compétence. Voilà, est-ce qu'on valide le fait qu'on est aligné entre la personne qu'on positionne et les compétences attendues pour faire de la gestion de projet, donc apporter de l'information dans un outil comme le PPM pour que ce soit exploitable. Et c'est le faire pas une fois, mais régulièrement, hein. C'est un job. C'est un job, vous le faites régulièrement. Donc, selon la dimension du projet, ça peut être tous les jours ou toutes les semaines, mais il faut le faire. Et le manque de maturité, on est plus global. Là, on est davantage sur les pratiques de l'organisation, où quelque part, la gestion de projet, c'est soit un petit peu nouveau, soit un petit peu balbutiant. Et donc, ben, on va perdre en fait certaines notions, parce qu'on va se focaliser sur celles qu'on estime être élémentaires et importantes. Mais du coup, on va perdre certaines notions de gestion et on ne va pas combler l'ensemble. L'exemple le plus concret, c'est la notion, j'en avais parlé, du plan capacitaire. Bah, très souvent, on démarre en se disant, bah, faut faire un projet, et puis on se pose pas la question du plan capacitaire. Et le plan capacitaire, c'est savoir, c'est se poser la question de savoir, est-ce que pour faire le projet, j'ai les ressources?
Et est-ce que ces ressources sont disponibles? Est-ce que ces ressources disponibles, j'ai de la finance, de quoi la payer? D'accord? Donc tout ça, c'est des questions qui viennent, mais un peu trop tard. Et puis, quand on adresse le plan capacitaire, on s'aperçoit qu'il va falloir étendre notre scope de gestion, puisque les projets à eux seuls ne couvrent pas l'intégralité des activités du quotidien d'une entreprise. Il va falloir intégrer l'ensemble des activités, c'est-à-dire les projets, mais tout ce qui n'est pas projet aussi. Hein, parce que sinon, vous n'allez pas avoir la complétude d'une capacité de ressources en ne vous focalisant que sur la partie projet. Alors, l'autre point, c'était le prérequis financier. Donc ça aussi, c'est un effet un petit peu vicieux qu'on peut retrouver, qui se comprend, hein, mais qui déjoue quelque part. C'est de vouloir aligner le paradigme budgétaire avec et le suivi budgétaire que ça va imposer, hein, par les transformations agiles. Et en fait, donc vous savez que l'agile à l'échelle, c'est le truc un petit peu à la mode. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats de est-ce que c'est légitime, pas légitime, mais c'est à la mode, c'est concret, ça peut se justifier à plein d'endroits. Pour autant, quand vous commencez à travailler en agile, à imposer de l'agile à vos équipes, ou en tout cas à mettre ça en place pour produire du delivery, bon, premièrement, il y a des termes qu'il faut changer, hein. On ne parle plus de projet, normalement, on parle de produit, puisque l'agile s'aligne sur un cycle de vie, et le cycle de vie qu'on va suivre, c'est le produit. Donc, on doit suivre un produit. Donc, en principe, le terme projet est à proscrire. Mais surtout, le paradigme budgétaire, lui, il change. C'est-à-dire que historiquement, le paradigme classique côté finance, c'est de vouloir suivre les budgets par projet. D'accord? Donc déjà, bah, on ne doit plus parler de projet, puisque l'agile, lui, ne parle jamais de projet, hein. Il parle de produit. Mais même si on devait parler de produit, c'est pas l'angle d'attaque qu'il faut prendre quand on fait un pilotage financier sur l'agile. L'agile s'appuie financièrement, budgétairement, sur les ressources, d'accord? Sur la mise à disposition des ressources pour alimenter le produit, et pas sur le produit. Voilà, donc il y a aussi des ajustements qui sont à mettre en place. Il faut comprendre que quand on tire le fil de la pelote, bah, on entraîne tout le reste. Et quand on transforme de l'agile, il faut aussi penser à voir quelles sont les transformations à apporter côté gestion budgétaire et financière pour être aligné avec la méthodologie agile et le fonctionnement agile, qui lui s'appuie sur des ressources. Les ressources qui vont être à temps plein sur mon produit. Tout ça est administrable dans le PPM, bien évidemment, hein. C'était aussi pour illustrer le fait que l'agile est tout à fait absorbable dans le milieu PPM et dans les outils PPM. Voilà. Alors, petit focus sur l'intégration dans l'écosystème de l'entreprise. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois que le temps défile. Il me reste 2 slides, donc on va s'en sortir. Un point quand même assez essentiel et qui n'est pas forcément une volonté initiale du PPM, mais qui est un constat, c'est qu'aujourd'hui, le PPM, c'est le traducteur universel de l'entreprise. C'est le pont entre l'exécution et le management, et le stratégique, si vous préférez. C'est vraiment l'outil qui va nous permettre de bypasser, en tout cas, on va s'appuyer sur cet outil-là pour bypasser les frontières, hein. Et pourquoi? Bah parce que très souvent, vous avez des outils qui font de la finance, des outils qui font de l'exécution de projet, mais très peu d'outils qui rapprochent les deux notions. Et le PPM, lui, il est en capacité d'onboarder les deux notions. Il est en capacité de s'appuyer sur de l'exécution opérationnelle pour venir s'alimenter, ou bien prendre en charge lui-même l'exécution, ça peut arriver dans beaucoup de cas. Et il peut également rapprocher cette exécution avec des données financières. D'accord, données financières qui vont devoir, à un moment donné, être traduites pour s'aligner avec le modèle de l'exécution opérationnelle. Et la difficulté, elle est là. Elle est vraiment sur comment je traduis, comment je passe du français à l'anglais. Voilà, grosso modo, c'est un peu l'idée. Le PPM, il permet de le faire. D'accord? En revanche, c'est pas lui qui porte certains concepts. C'est pas lui qui va, par exemple, permettre
de structurer, de créer le cycle budgétaire initial. Ça se fait dans des outils financiers. Par contre, après, on le déverse. On le déverse dans le PPM et lui va devenir du coup le référent des enveloppes budgétaires. Alors, même s'il ne sait pas créer les enveloppes budgétaires, il peut contribuer à aider à les créer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va se dire à mes équipes opérationnelles, projette-toi dans un an pour me dire ce que tu comptes faire et en termes d'investissement et qui tu comptes positionner, de quelles ressources tu as besoin. Bah, on va prendre cette projection-là, on va la secouer très fort, on va la valoriser, on va l'envoyer à la finance, qui elle va s'appuyer dessus pour prendre ça en compte dans son pilotage financier, en tout cas sa structure, sa génération de budget. Donc on peut s'appuyer sur le PPM pour aider à l'élaboration budgétaire, mais on ne fait pas l'élaboration budgétaire à 100% dans le PPM. On ne pourra pas le faire. Alors, un des constats, fracture numérique, qui est cité ici, hein. Donc cette fameuse déconnexion entre les outils dédiés finance et dédiés terrain. Donc le PPM a ce qu'il faut pour faire le pont. Voilà. Et donc on s'évite la perte de temps, les interprétations diverses et variées entre données financières, données opérationnelles. Voilà. Donc le PPM, il doit être vu un peu comme un middleware métier, c'est ce qui est inscrit ici, hein, qui va finalement lier les directions, soit générales, soit financières, avec de l'autre côté les équipes opérationnelles IT qui vont s'appuyer sur des outils dédiés comme Jira, ServiceNow, Azure DevOps, pardon. Voilà, mais on voit bien que ce sont des langages différents. Côté direction, le langage, c'est budget, enveloppe financière, ROI. Le niveau exécution, le langage, c'est, si on est en agile, user stories, sprint, ticket, incident. Vous voyez bien qu'on est dans des mondes complètement opposés. Les centres d'intérêt et les objectifs et la prise en charge du quotidien des sujets qui préoccupent, on va dire, ne sont absolument pas les mêmes. Donc là, le PPM, il a de la valeur parce qu'il est censé pouvoir, et c'est ça l'intérêt, connecter les deux pour que quelque part, on ait un traducteur universel. Voilà. Mais pour que ce soit confortable, il va falloir quand même faire fédérer les humains à l'usage de ce pont. Il va falloir que les humains daignent vouloir traverser le pont, dans les deux sens. Alors, passer tous ces constats qui sont un petit peu négatifs, je vous l'accorde, mais c'est aussi pour vous refléter la réalité terrain qu'on observe et qu'on observe depuis voilà, un bon paquet d'années, hein. Il y a quand même du ROI à attendre du PPM. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si on met en place tout l'investissement nécessaire en amont, tout le prérequis qui va bien, si finalement j'aplanis bien mon terrain, que je le consolide bien, je vais avoir une maison robuste, qui va durer dans le temps, qui sera économique en termes de ressources. Voilà, donc vous aurez quelque chose de robuste. Et donc voilà le type de ROI qu'on va pouvoir gagner. Et en fait, c'est assez marrant parce que ces ROI, c'est souvent par ce biais-là qu'on vient nous voir. Hein, on vient nous voir en disant, bah voilà, j'aimerais avoir quelque part une meilleure visibilité financière pour me piloter mes gains. J'aimerais voir si j'aimerais avoir une meilleure visibilité sur les orientations stratégiques. Est-ce que tout le monde est aligné? J'aimerais pouvoir avoir comment dire, des projections scénarisées sur des notions de plan capacitaire ou sur des notions de projection financière. On est bien d'accord que l'objectif souhaité, vous allez pouvoir l'obtenir grâce au PPM. Mais il va falloir comprendre aussi qu'il y a tout un prérequis à mettre en place en amont pour que ce gain soit apparent. Et donc, pour en revenir sur les gains, on est orienté, grâce au PPM, à des gains avant tout de prédictibilité. Et on sait que demain, si vous avez quelqu'un qui invente la machine à Madame Irma, donc c'est-à-dire à garantir que le futur va arriver, ce gars-là, il a les pleins pouvoirs, hein. Donc, être en capacité d'anticiper le futur, c'est une force terrible. Terrible au sens positif du terme. Et améliorer la performance. Parce qu'en fait, on va être plus efficace, on va essayer de mieux cibler. Et puis aussi, on va pouvoir, grâce à la prédictibilité, avoir de l'information
sur lesquels on va pouvoir miser par anticipation. Donc plutôt, encore une fois, que d'attendre d'être devant le mur, on va voir le mur de loin et on va commencer à regarder les chemins pour le contourner. Ou si on ne veut pas le contourner, mettre en place tout ce qui va bien pour amener le bulldozer et franchir le mur. Hein. Mais en tout cas, pas attendre d'être devant le mur pour se retrouver coincé. Donc les gains financiers, bah oui, hard savings, comme on le dit dans le jargon anglo-saxon, bah, grâce à la fiabilité des projections, donc des forecasts, c'est-à-dire tout ce qui va être atterrissage, en particulier atterrissage budgétaire, on aura moins de surprises. Donc on aura moins besoin de rebattre les cartes en permanence. On aura moins besoin de se dire, mais attends, je comprends pas là. Parce que souvent c'est la réalité. Hein. Début d'année, les budgets sont distribués. Fin d'année, on s'aperçoit que ben, pour une grosse partie des structures, il reste énormément de budget à bouffer. Et donc, bah, il y a précipitation. Bah, on est une espèce de crush de fin d'année, là, de rush de fin d'année plutôt, où on va vouloir absolument rentrer tout ce qui va bien pour bouffer le budget. Ou inversement, on va s'apercevoir que finalement, en fin d'année, on n'avait pas le budget, enfin, on a consommé plus que le budget prévu, mais comme on ne l'a pas piloté, on s'en rend compte trop tard. Donc là, le but, c'est de pouvoir, par prédiction, par anticipation, et parce qu'on a renseigné les informations opérationnelles au bon moment, avec la réalité de ce qu'elles sont, on est en capacité d'analyser. Résultat des courses, on optimise le cash flow. Donc on va gagner voilà, en moyenne 15 à 20% d'efficience. Et c'est pas neutre. C'est pas neutre 15 à 20%. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gains, dans la plupart des cas, quand on déploie le PPM, ces 15 à 20%, on ne les voit pas beaucoup. On les voit pas beaucoup. Et c'est pas, et le problème, en général, ne vient pas de la manière dont l'outil est fait. Deuxième ROI attendu, les gains stratégiques. Ben, on va faire la chasse aux sorcières ou la chasse aux zombies. Hein. Rapidement, on va pouvoir, grâce au PPM, cibler les projets ou bien anticiper avant que le projet se déclenche par les demandes, hein, les initiatives, ce qui finalement n'apporte pas de valeur à l'entreprise. Donc arrêtons finalement, grâce au PPM, de se lancer dans des projets où la valeur est, pour ainsi dire, nulle et non avenue. Et ça, le PPM, il va vous aider puisque vous aurez, encore une fois, par la prédiction, par ces KPI stratégiques, une capacité à vous dire, bah ouais, mon projet, là, à l'instant T, c'est bon, je suis aligné avec les orientations de la boîte. Par contre, 6 mois plus tard, si les orientations de la boîte ont changé, grâce au PPM, vous allez vite le voir et vous dire, bah, ce projet, ok, même s'il a bien avancé, le jour où on va le délivrer, il ne va pas nous rapporter quoi que ce soit. À quoi ça sert de continuer à dépenser dessus, à investir dessus? Et autre sujet stratégique, c'est traçabilité du ROI. On va pouvoir, au final, anticiper finalement la projection des bénéfices. Bénéfices, là c'est précisé, hein, post-projet, c'est-à-dire qu'on va tirer un gain de valeur des projets délivrés après leur déploiement hein, de ces projets. Ce qui fait que si vous avez par exemple un projet à 3 ans, si vous êtes cohérent dans votre gestion, que vous donnez bien la main aux opérationnels pour afficher la réalité des choses, ben, vous allez pouvoir commencer à travailler 3 ans avant le delivery du projet sur les bénéfices que vous allez pouvoir escompter et donc vous dire, ben, finalement, 3 ans de delivery, dans 2 ans, je tire tel bénéfice, vous avez encore une fois ce pouvoir d'anticiper le futur, de projeter le futur en étant le plus aligné possible avec des données réelles, opérationnelles. Donc, limiter finalement les risques que ça n'arrive pas, que ça ne se projette pas de cette façon. Et ça vous donne une force encore très importante pour votre entreprise. Et puis donc le dernier point du ROI, c'est l'agilité décisionnelle. Alors l'agilité décisionnelle, ça passe par les simulations. Un truc qui est sous-dimensionné, sous-exploité, mais parce que c'est complexe, c'est le fameux what if. En gros, voilà ma situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe si jamais, je ne sais pas, conjoncturellement, il y avait tel événement, du coup, je réduis de moitié mon budget sur tel périmètre de mon organisation.
What if, si jamais, parmi mon pool de demandes, je décidais d'en déclencher 10 là, parce qu'elles sont intéressantes à lancer, de par leur ROI. Qu'est-ce qui se passerait si je onboardais ces 10 demandes? Bah, grâce au PPM, vous allez pouvoir très vite savoir qu'en embarquant ces 10 demandes, parce que vous avez des données opérationnelles fiables et réalistes, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas assez de capacité. Donc, arbitrage. Arbitrage qui veut dire, bah, j'ai pas de capacité, par contre, j'ai pas les moyens d'embaucher, donc bah, je vais devoir interrompre certains projets, les mettre en stand-by pour onboarder ces nouvelles demandes. Pas de souci, on a l'info, on connaît on a les leviers qui vont bien, on les actionne. Ou alors, vous avez assez de finances, vous décidez de conserver les projets en cours et d'embaucher pour prendre en charge ces fameuses demandes. Voilà. Donc en fait, cette force du what if, c'est quelque part la capacité à scénariser le futur sur différents axes et grâce aux indicateurs et aux données opérationnelles, prendre la meilleure décision possible en actionnant le levier qui convient à votre organisation. Voilà, j'ai essayé de tenir le délai. J'espère ne pas vous avoir perdu. Je sais que ça pourrait générer certaines frustrations parce que quand on adresse le PPM, on s'attend à parler d'outils absolument. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est de rappeler, encore une fois, qu'un outil n'est qu'un outil. D'accord? Et si vous ne savez pas vous en servir ou si vous n'avez pas prévu ce qu'il faut pour permettre aux gens de vouloir s'en servir, vous n'y trouverez aucun gain. Cet outil sera une boîte vide, une coquille vide, et pire même parfois quelque chose qui va apporter de la mauvaise information. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous êtes curieux d'échanger avec nous, si vous avez des problématiques que vous souhaitez nous remonter, ou simplement si vous voulez nous dire bonjour, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les coordonnées qui sont donc à disposition sur le site Coprim ou bien sur LinkedIn, ou encore bah, vous pouvez me contacter en direct. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, éclairé un petit peu, ou en tout cas sensibilisé. Voilà. Et je vous souhaite à toutes et à tous bah, une excellente fin de matinée et un bon appétit. Merci beaucoup.